cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 30 décembre 2024, plus que quelques heures et ce sera la nouvelle année, mais nous ne sommes pas encore là ce lundi. Nous décryptons l'actualité internationale pour la dernière fois. Nous irons en Somalie, en Azerbaïdjan, aux États-Unis et nous allons terminer par le Japon. Pour ça, je suis avec Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana et bonsoir à nos téléspectateurs. Également avec moi, Mathieu Avessi, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir à nos amis téléspectateurs. À la fin de cette émission, j'aurai droit aux vœux des internautes également. Naturellement. Alors, nous démarrons par la Somalie, le déploiement d'une nouvelle mission de l'Union africaine approuvée par les Nations Unies. Le conflit somalien, ce conflit qui semble persister et durer dans le temps. Martial. Oui, vous l'avez dit, c'est un conflit qui dure dans le temps et dont la solution définitive quand même n'est pas encore envisagée de la part de chacun des acteurs impliqués dans ce conflit. C'est un État, c'est un pays vraiment morcelé et je ne pense pas que la mission de la nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie pourrait changer grand-chose. Ce qu'il faut dire par rapport à cette mission, c'est une mission de stabilisation, contrairement à ce que l'on a eu comme la mission précédente qui était plutôt une mission qui était chargée d'assurer la transition. Parce qu'il faut dire à un moment donné qu'un gouvernement fédéral a été finalement créé et ce gouvernement est censé conduire le pays vers la paix. Mais nous voyons que le gouvernement est en train d'échouer dans cette mission. Mais depuis 5 années déjà, on a quand même constaté qu'avec l'intervention du Kenya, avec l'intervention de l'Éthiopie, on a vu que les rebelles Tchibab ont reculé. Et le gouvernement semble reprendre un peu la main du territoire. Mais il faut préciser qu'il s'agit du sud de la Somalie. Parce que la Somalie, le territoire tel qu'il est conçu, il y a une portion du territoire, le Somaliland, voilà, et le Puntland également, qui sont deux territoires du nord de la Somalie qui, jusque-là, ont déclaré leur indépendance, bien qu'ils ne soient pas reconnus sur la scène internationale. Et donc, le gouvernement fédéral agit essentiellement dans le sud de la Somalie et cette mission est censée accompagner ce gouvernement désormais à assurer la stabilité des régions libérées massivement par les Chebab et donc d'assurer une certaine reconstruction de l'État. Mais on est encore très loin du compte quant à la réunification complète du territoire de Somalie. Alors, je me retourne vers vous, Mathieu. Comment comprendre et comment analysez-vous le fait que ce soit toujours le Conseil de sécurité des Nations Unies qui donne le feu vert à l'Union africaine une fois encore? C'est à ça que nous avons assisté cette fois-ci. Oui, merci Tatiana. Je crois que je vais prendre déjà pour référence ce que dénonçait la dernière fois le jeune député sénégalais à la conférence des députés de l'Afrique de l'Ouest pour dire voilà ce que ne nous autorise pas, ce que le règlement intérieur nous interdit de dire, on permet à ceux-là de venir dire. Et à quoi bon, d'abord, leur présence, ça sert à quoi? C'est un peu ça. Nos institutions n'en sont pas une.
nos institutions ne sont pas des institutions. Et c'est ce qui fait mal. La Somalie, ça fait trop longtemps que ça dure. Ouais, j'étais encore petite quand ça fait trop longtemps que ça somalien. dure. Les gens ont de raisons d'entretenir ça. Ça, moi je suis politique. Et c'est les raisons pour lesquelles la solution ne sera pas trouvée aussi facilement. Et tant que ça va rester comme ça, où les gens sont dans le besoin d'occuper des espaces parce que le besoin aussi d'avoir la matière première. Je n'ai pas d'éléments de matière première dont ils ont besoin qui justifieraient leur présence. Mais il y a toujours des multinationaux derrière. Et ces institutions, c'est la force armée de ces institutions financières. Et donc, ça ne finira pas. Le Mali devrait être divisé. Ainsi de suite. Donc ça, c'est à l'image de ce qui, le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, et tout ça, les gens ont leurs intérêts à nous diviser. Tant que nous, les leaders politiques, ne se mettent pas vraiment ensemble pour dire, faisons autrement les choses. Mais il y a du temps pour ça. Hein, parce que tant que vous n'êtes pas fort pour vous assumer, vous êtes faible, on vous tombe dessus, on vous met encore un pantin, et ça continue. Et donc, c'est travailler que les leaders soient forts. Pour que chaque leader, la Somalie doit avoir quelqu'un qui va émerger d'où je ne sais pas. D'où je ne sais pas. Pour dire. Un homme providentiel. Aujourd'hui, c'est ça? moi je veux si providentiel. Pour que ça se passe autrement. Tant que ce serait ces institutions-là, l'Union africaine, le Conseil de sécurité, derrière, tout ça, on n'ira nulle part. Ça ne donnera rien. On n'ira nulle part, mais justement, la question c'est de savoir aujourd'hui que cette nouvelle force comptera quand même 12 000 hommes. Alors, est-ce qu'elle fera différemment les choses? Est-ce qu'elle pourra emmener la Somalie quelque part, comme monsieur Abessi l'a dit, nulle part, mais moi je veux savoir, est-ce que les 12 000 hommes-là pourront permettre à ce que le pays se retrouve quand même? Vous savez, si ce pays doit se reconstruire, si ce pays doit trouver la paix, ça ne dépend pas de ces forces-là, ça dépend du pays même, de ceux qui composent cet État. Et c'est à partir de ce moment même que la paix véritable ou l'unification complète de la Somalie va avoir lieu. Pour ce qui est de ces missions qui sont envoyées en Somalie, je pense que l'objectif essentiel, ce n'est pas de ramener la paix, mais c'est d'essayer de maintenir une certaine équilibre dans la région, d'empêcher une certaine progression des terroristes dans la zone. Vous savez, la Somalie est située à la corne de l'Afrique, à un point stratégique par où transitent énormément les marchandises du commerce international. Et donc, les Américains, que ce soit les Américains ou les autres puissances, veulent assurer la sécurité de ces marchandises, éviter la piraterie dont sont victimes très souvent les navires de la part des Chebabs. Et donc, il est important qu'il y ait cette mission de surveillance, d'abord de la zone, de fournissement de renseignements aux États concernés essentiellement. Et donc, voilà le rôle que va jouer foncièrement cette mission, cette force, et assurer une certaine stabilité, empêcher l'évolution massive des forces du terrorisme comme il le caractérise. Et en dehors de cela maintenant, s'il doit y avoir vraiment la paix, je pense que ça doit dépendre de la Somalie, et on est très loin de cette vision de la paix où on verrait la Somalie complètement unifiée, le nord et le sud, parce que vous savez, la Somalie est gouvernée selon un régime de clans. C'est un régime clanique un peu partout dans le pays. Donc, il y a des clans qui émergent et qui essaient d'avoir leur autorité. C'est ce qu'on a observé au niveau de Somaliland et de Portland. Également, on constate ces poches de clans au niveau du sud de la Somalie. Il faut donc que ces différents chefs arrivent à s'entendre finalement et dire que voilà, nous voulons une Somalie unie. Mais cela est très loin d'arriver parce que le Somaliland se considère vraiment déjà indépendant et recherche la reconnaissance à tout prix. Alors, voilà, il parle de paix, il parle de reconnaissance, mais lorsque vous scrutez un peu la vie politique somalienne, hein, vous qui êtes un acteur politique, M. Abessi, est-ce que vous avez comme l'impression que les acteurs politiques somaliens sont véritablement
ancrés, sont prêts pour que le pays retrouve cette paix. Ou alors, le fait que le pays soit comme ça arrange à la fois les Chebabs et les acteurs politiques. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit. Et puis, prenant appui sur ce qu'a dit Martial tout de suite, ces leaders claniques, même s'ils prennent la décision, leur clan ne leur permettra pas parce qu'ils iraient contre leurs intérêts. Lorsque vous avez des intérêts spécifiques et que vous voulez fondre dans l'intérêt commun, ça ne marchera que lorsque vous êtes suffisamment fort pour l'imposer aux autres. Et c'est pourquoi je parle d'émergence de quelqu'un qui pourrait fédérer tous ces groupes-là. Ou bien s'imposer, c'est même pas seulement fédérer, c'est s'imposer à ces groupes-là. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est facile de s'imposer. Bon, il faut la force pour derrière. Mais la force derrière, est-ce que les gens qui pourraient armer quelqu'un, bien donner les forces à quelqu'un pour dire on veut la paix? Oui, mais est-ce qu'après, on ne va pas également accuser ces puissances, ces grandes puissances d'attiser le feu? Si on permettait à quelqu'un, il y a des forces, des élites sur place qui réfléchissent autrement. Mais ceux-là ne les intéresserait pas. C'est le problème, c'est ça. Ceux-là ne les intéresseraient pas. Ceux qui vont les intéresser, c'est ceux qui vont utiliser. Et tant qu'on n'aura pas quelqu'un comme ça, qui peut-être va faire semblant d'être en train de faire leur volonté, il va faire semblant d'être en train de faire leur volonté, se donner les forces pour se retourner contre eux. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Si ce n'est pas ça, et qui se dit je veux aller contre vous, ça ne marchera pas. S'il se dit je suis avec les clans là, le clan ne va pas lui permettre de fondre leurs intérêts dans l'intérêt général. Et ça, cette paix ne verra jamais le jour tant que quelqu'un n'émergerait pas et de façon verticale va s'imposer et imposer la paix dans le pays. La paix, ça ne se donne pas. La paix, ça s'arrache. Pour arracher leur paix, c'est il leur faut les bras armés et qui leur permettent de le faire. Quelqu'un de fort. Vous voyez, excusez-moi, hein, je viens au plan national, c'est tout ce qui se passe par rapport à nos réformes là. Si notre président n'avait pas la force verticale de faire ce qu'il fait, il ne ferait pas. D'accord. Alors aujourd'hui, comment va se passer le financement quand on sait que les États-Unis sont quand même le premier contributeur et avec la donne qui va changer aux États-Unis d'ici le 20 janvier? Et c'est là que se pose encore un autre problème. Vous voyez, c'est une mission de l'Union africaine, mais majoritairement financée par les États-Unis. Par le Conseil de sécurité essentiellement, et ce qui a amené les États-Unis à s'abstenir pour l'adoption de la résolution devant permettre cette mission, c'est le fait que l'on dise que le Conseil de sécurité doit soutenir à hauteur de 75% une mission africaine de maintien de la paix. Et donc, c'est à partir de ce moment que le problème se pose. Que le Conseil de sécurité s'implique dans cette problématique, ce n'est pas du tout un problème. Le Conseil de sécurité est chargé de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Que ce soit de l'Union africaine, de la CEDEAO, le Conseil de sécurité a facilement la possibilité d'intervenir et de réguler les choses. Mais pour ce qui est du financement, essentiellement, ce doit venir des Africains eux-mêmes. Mais si le financement pose problème déjà au niveau des Africains, ce qu'on a constaté constamment. Alors, cette mission même... n'a pas sa raison d'être, c'est ça? Je ne dirais pas n'a pas sa raison d'être, mais cette mission est mort-née parce qu'il faut du financement suffisamment pour assurer la survie de la mission, pour atteindre les objectifs. Mais déjà, il y a déjà des discussions assez tendues au niveau du financement, ce qui a favorisé même le fait que certaines puissances africaines où certains États africains se retirent de la mission. Il dit que leurs soldats ne vont pas y aller compte tenu de l'effectif, désaccord sur le point de l'effectif. D'autres points, c'est le désaccord sur la question du financement. Et donc, la mission, je crois que c'est au sommet, je crois, AUSSOM de la Somalie, est partie déjà sur de mauvaises bases. Et puis, je ne pense pas que l'on puisse compter dessus pour avoir des résultats assez concrets en Somalie. Alors justement, avant de passer au second sujet, comme vous avez la parole, vous la gardez très rapidement. Lorsqu'on regarde un peu la Somalie, étant donné que c'est vous l'analyste géopolitique sur ce plateau, c'est une nouvelle mission de l'Union africaine sous la coupole du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout porte à croire aujourd'hui que les rebelles Chebabs sont plus forts que l'Union africaine et le Conseil de sécurité. À chaque fois, on va devoir renouveler le mandat de cette mission. Alors, dites-nous un peu. On veut comprendre, en fait.
Oui, c'est justement le problème que l'on constate depuis un bout de temps. Les terroristes sont davantage armés pour cette dame lourde et on se demande mais d'où vient cet armement, ce qu'on a constaté très souvent en Afrique de l'Ouest et des accusations ont été portées vers des États que vous savez. Et donc, par rapport à cette question de savoir comment est-ce que le Conseil de sécurité, l'Union africaine se retrouve en difficulté alors qu'ils sont les moyens pourtant de financer cette mission qui se renouvelle chaque fois, je crois que c'est un troisième renouvellement. C'est ce que je disais déjà depuis le départ. Il faut qu'il y ait une volonté profonde, une volonté sincère, ce qui fait défaut aujourd'hui sur la scène internationale. Et on l'observe un peu partout, le deux poids, deux mesures. À Gaza, on crie tout le temps, il faut les droits de l'homme, il faut respecter l'humanité, ainsi de suite. Mais on fournit l'armement quand même pour perpétrer ces crimes. On voit en Ukraine également, il y a les principes que l'on évoque de souveraineté, ainsi de suite. Mais on refuse cela aux Palestiniens. Et donc, il y a ce problème de sincérité qui gangrène le système international et qui fait que les actes ne sont pas du tout en accord avec les déclarations venant de la part des différents acteurs. Et c'est ce qui fait ce jeu d'hypocrisie qui empire des crises un peu partout dans le monde et notamment en Afrique. Parce qu'en Afrique, on se dit, étant donné que les Africains même ne se préoccupent pas fondamentalement de leur question de sécurité. Quand je dis se préoccuper, c'est de penser à une solution africaine pour éradiquer ces problèmes et qu'on attend la solution venue d'ailleurs, étant donné que c'est ce qui se passe, les États, les autres puissances, une fois que leurs intérêts ne sont pas gravement menacés dans les régions, dans la zone, ils se permettent de ne pas agir convenablement. Et puis ça, c'est la réalité des relations internationales. Alors, avant de passer à l'Azerbaïdjan, on va faire juste une petite escale de quelques secondes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Tiani qui remet le couvert, qui accuse cette fois-ci encore le Bénin et le Nigeria. Et cette fois-ci, on a vu un lever de bouclier du côté de tous les États membres de la CEDEAO, M. Avlissi. Oui, merci Mme Tatiana. Je crois que par rapport à Tiani, il faut le comprendre. Il faut le comprendre et le remettre dans son contexte initial où il était menacé. On le menaçait de ce que tout de suite on va lui faire entendre raison, de gré ou de force. Et là, ça a fait naître en lui une peur bleue qu'il sérieurise en permanence. Donc il faut comprendre ça. Notre contexte s'y prête. Bon, ce n'est pas pour dire que ces accusations sont de portée ou bien sont avérées. Mais comprenons-le. Moi, je le comprends. Je le comprends parce qu'il faut qu'on oui, mais accuser les pays comme ça, souvent oui, on a vu la réaction musclée du Nigeria. Il faut qu'on se mette un peu à la place des autres parce que c'était au Nigeria qu'on a dit qu'on va lui faire entendre raison. Et que dire ça, bon, c'est aussi une façon de se défendre. Attention, écoutez-moi, ils sont encore en train de s'apprêter. Il n'a pas dit, mais voilà ce qui se fait. Ça, c'est une peur bleue qui l'anime. Je ne veux pas le traiter de parano parce que là, je l'ai vu, je dis non, c'est pas de la paranoïa. Non, c'est juste la peur de ce que, attention, si je me tais, je vais mourir en silence. Il faut mieux que je meure en criant. Si c'est tant que je dois mourir. Donc c'est un peu ça. Je ne prends pas ça avec grande portée. Notre pays, notre État n'a pas cru devoir répondre. Et ça, je suis d'accord. Si nous, on doit nous armer pour tenir les rebelles et qui nous menacent dans le Nord, on n'a pas besoin d'aller dire ce qu'on veut faire avec nos drones. Et qu'il les cite un exemple. Je dis, c'est juste une peur qui l'anime. Et on est en train plutôt de l'accompagner. Cette force veut l'accompagner pour contenir les rebelles d'un côté, qu'il fasse ce qu'il fait déjà là-bas, pour qu'on parvienne à régler ces problèmes de sécurité. Ce n'est pas les Nations Unies, Conseil de sécurité ou je ne sais quoi là, qui viendraient assurer notre sécurité. Notre sécurité devrait être assurée par nous-mêmes. Et c'est déjà en faisant que chacun, dans son contexte, la Somalie, en petits États, nos États ici, devraient pouvoir faire chacun jouer ça par leur partition pour qu'en bout de ligne, on parvienne à contenir ou à éliminer ces rebelles-là qui nous menacent en permanence. Alors, toute analyse faite, lorsqu'on scrute un peu les réactions du général Tiani, est-ce que Tiani n'a plus... Il n'a plus rien, on a comme l'impression qu'il n'a plus rien à vendre aux Nigériens. Parce qu'on a vu déjà des voix qui commencent par se lever du côté du Niger. Exactement, c'est la nature du régime même qui demande à ce que l'on puisse
manœuvrer de cette manière politiquement parce que, vous savez, c'est un régime qui a fondé sa légitimité sous le soutien du peuple. Et donc, il y a cette manie de fédérer le peuple autour du régime tout en accusant un ennemi extérieur. Oui, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Les Nigériens commencent à être fatigués. Hein? Oui, mais... Des accusations sans preuve, quand même, c'est dur à avaler. Ils ont dit qu'ils ont des preuves. On attend toujours ces preuves. Mais on espère que dans les prochains jours, ils vont nous le montrer. Mais ce qui est sûr, une fois que la stratégie pour le général Tiani, ça marche, ça permet toujours d'amener les populations. Parce que là, il y a déjà quelque chose qui se passait. Vous l'avez dit, les populations nigériennes ont commencé à se poser des questions. Mais depuis là, on n'a aucune idée de ce qu'est la vision, notre vision à moyen, à long terme. Il n'y a pas un calendrier précis. On nous parle de lutte contre le terrorisme. On ne voit pas vraiment... de l'AES. Voilà, de l'AES et de tout ce que l'AES peut... En fait, on nous vend suffisamment du rêve, mais on ne voit pas encore un début d'accomplissement de ce rêve. Et puis, ça commence déjà... Les populations se lassent très vite de ces genres de situations. Donc, à partir de ce moment, il faut trouver quelque chose qui puisse réanimer ces populations-là. Et puis, cette chose, je pense que le général Tiani a trouvé qu'il est mieux peut-être de lever des accusations à l'endroit des autres pays de la sous-région et du fait également que, vous savez, la CEDEAO récemment, à travers son sommet, a donné 6 mois au pays, espérant toujours que les pays de l'AES puissent revenir dans le giron de la CEDEAO. Et donc, à partir de ce moment, le général Tiani peut dire qu'il y a toujours des manœuvres en cours en vue Une façon pour lui de se maintenir, c'est ça? Oui, une façon pour lui d'assurer sa survie politique en attendant de trouver quelque chose concrètement à proposer aux Nigériens. Alors, nous allons du côté de l'Azerbaïdjan. Vladimir Poutine a présenté ses excuses à son homologue après le crash mortel d'un avion de Azerbaïdjan Airlines dans l'espace aérien russe. Analyse pour analyse. Oui, merci Tatiana. Je pense quand même que le président Poutine est dans une logique de responsabilité territoriale. Oui, parce que la situation s'est produite sur son territoire. Il a de raisons de dire à son frère, voilà, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi qui ai fait, mais ça s'est passé sur mon territoire, présenter des excuses. En ces termes, je suis d'accord. Donc, oui, mais est-ce que ça, c'est pas trop facile? Parce que l'autre aussi doit rendre des comptes à son peuple. Bon, on a dit au plan... C'est un pays ami, ça a été notre grande sœur. Aujourd'hui, tirer à boulet rouge sur nous, le peuple aussi veut comprendre. On nous a dit que c'est l'État tiers qui a tiré sur l'avion en question. Maintenant, ça s'est passé sur mon territoire. Bon, la seule façon pour moi de dire à l'autre attention, c'est pas moi, observe un peu de l'autre côté, même si c'était pas ça, parce que ça encore c'est la communication, c'est la politique, même si c'était pas ça, mais voilà, moi je pense qu'il faut prendre les choses dans ces termes. Pour dire, lorsque je me rends compte que quelque chose s'est passé sur mon territoire... Oui, parce que c'est Poutine, on doit penser en ces termes-là? Je suppose, oui, c'est Poutine. Ah oui, parce que quand c'est lui, il faut tout accepter. Non, c'est pas que c'est lui. C'est parce que c'est sur son territoire que, si ça se passait sur un territoire tierce, et que la personne aussi, le garant de ce territoire... Oui, on parle de Azerbaïdjan Airlines, on ne parle pas de Sky, ou bien on ne parle pas d'Ethiopian, ou bien on ne parle pas de Air France, là. Je crois que, moi je dis, c'est une question de responsabilité territoriale. Poutine, assumant ses responsabilités de façon territoriale, a présenté ses excuses aux victimes. La victime, c'est le président de l'autre pays, parce que c'est ses enfants qui ont trouvé la mort. Et c'est bon comme ça. Bon, mais que ce qui est fait est fait. Et maintenant que je demande tout au moins pardon, que je ne vous envoie pas au diable, c'est tant mieux pour vous. Et si on ne peut pas comprendre ça encore comme ça, moi je crois, je laisse l'analyste politique. Alors oui, justement, en parlant de l'analyste géopolitique, hein, Martial, vous qui êtes analyste géopolitique, comment est-ce que vous analysez un peu ces excuses? Est-ce que c'est pas tissé de toutes pièces? Il faut comprendre. On dit que un péché avoué est à moitié pardonné. Je pense que Est-ce qu'il a avoué? Vous savez... Des excuses, oui, mais il n'a pas reconnu que c'est... Ah oui, c'est ça aussi. Vous savez, ce n'est pas le moment de reconnaître officiellement que ce sont nous qui avons... en fait, c'est nous qui avons occasionné cette situation. Il faut qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'il y ait des rapports
affirmant clairement que voilà, nous avons, en fait, ce qui s'est produit a été la faute de l'un de nos missiles, et ce n'est qu'après cela que l'on pourrait réellement dire des excuses. Ben, à partir de ce moment où il y a eu le crash sur le territoire russe et que le président Vladimir Poutine a reconnu le fait qu'il y avait des drones ukrainiens qui étaient en attaque dans la zone et que la défense russe était en action. Oui, mais ça sert à quoi de présenter les excuses si on ne reconnaît pas? À supposer que ce soit un drone ukrainien comme il a présenté le schéma. Alors, il n'a pas dit que c'est un drone ukrainien qui a abattu l'avion. Il n'a non plus dit que c'est un drone russe. Ça, c'est un jeu de cache-cache alors. Non, mais c'est de la communication politique. Et en ce moment, ce n'est que de cette manière que le président Vladimir Poutine pourrait réagir, pourrait communiquer sur la situation en attendant qu'il y ait des enquêtes approfondies. Si bien même il est au courant et qu'il sait pertinemment, parce que c'est quelqu'un qui doit avoir l'information. Actuellement, il doit savoir ce qui s'est passé réellement. Mais il faut savoir communiquer, il faut présenter des excuses non seulement au président azerbaïdjanais, mais également aux familles et aux familles éplorées. Et donc, à partir de ce moment, il va y avoir des enquêtes, une enquête menée par la Russie même en collaboration avec l'Azerbaïdjan. Et il doit y avoir une enquête internationale également qui serait menée par les instances internationales de transport aérien. Et qui va laisser ces experts arriver en Russie? Non, même si ces experts ne viennent pas en Russie, ces experts pourraient avoir les moyens d'avoir l'information assez claire. Seulement qu'il y aura un brouillage toujours, c'est que l'Occident voudra toujours accuser la Russie d'être responsable et de l'autre côté, la Russie voudra accuser l'Occident de manipuler les preuves, de manipuler le rapport, ainsi de suite. Et à partir de ce moment, il y a un flou qui serait entretenu et ce flou entretenu est favorable pour la personne véritablement responsable de ce qui s'est produit en question, que ce soit Zelensky ou que ce soit Poutine. Maintenant, une fois que les responsabilités seront situées dans ce flou même, il faudra quand même à la fin indemniser ces familles. Et les excuses présentées par Vladimir Poutine interviennent également dans une logique donnée, c'est que le président azerbaïdjanais a réagi de façon assez différente. Il a réagi assez violemment par rapport à ce qui s'est produit. Bien qu'il soit des alliés, Aliyev devait rendre compte aux populations. Et donc, lui, il a également un mandat à gagner. Et donc, il suit ce que dit la population. Mais ce qui reste entre Aliyev et Poutine demeure toujours, je pense. Oui, ça demeure toujours. Mais est-ce que Poutine a peur de perdre quand même le soutien de l'Azerbaïdjan? Quoi qu'on dise, c'est quand même une ancienne république de l'ex-Union soviétique. Hein. Poutine a de raison de garder toujours sa vue large des choses. Parce que lui, il est dans un élan de ratissage. Il veut pas en perdre. Bon, l'Union soviétique, avec que tous ces pays baltes étaient autour de l'Union soviétique, et qu'on les détache, qu'ils soient indépendants aujourd'hui, que ça se passe aujourd'hui, mais lui, il est dans une logique de ratissage. Il ne voudra pas... Est-ce que ce n'est pas une question de nostalgie aussi, M. Ablissi? Bon, même si c'était ça, parce que lui, c'est un enfant de l'Union soviétique. Exactement. Il n'est pas russe. Bon, excusez, comprenez ce que je veux dire. Vous êtes un enfant de la Révolution quand même. Moi, je suis un enfant de la Révolution. Alors, bon, donc... Après la Révolution, vous avez su porter le nouveau manteau de la démocratie. Et c'est pourquoi on m'appelle un peu révolutionnaire, parce que j'ai... Alors pourquoi est-ce que Poutine n'arrive pas à faire ça? Pourquoi il est toujours nostalgique? Non, Poutine le fait. Poutine le fait, mais c'est que tel que ça s'est passé, le démantèlement du bloc soviétique, Poutine l'a vécu dans sa chair, en tant qu'agent de KGB. Et donc il y a de raisons que tout ce qui s'est passé, qu'il savait, parce que ça manipulait ses présidents pour qu'on en vienne à ça. Il a de raisons aujourd'hui en tant que premier responsable. C'est providentiel, en tant que premier responsable, d'être nostalgique de ce qu'était l'Union soviétique. Et je dis, lorsque vous prenez la vie de Poutine, s'il n'y avait pas eu cette Union soviétique, il n'en serait jamais là. D'accord. Alors, comment expliquez-vous que Vladimir Poutine veut coûte que coûte impliquer l'Ukraine, que vous le vouliez ou non, hein, que veut coûte que coûte impliquer l'Ukraine dans ce crash? C'est tout à fait normal parce que Poutine a un problème avec Zelensky. C'est pour ça qu'il faut accuser l'Ukraine de tous les maux d'Israël, de tout ce qui se passe de mauvais dans cette partie du monde là aussi. Il y a quelque chose qu'il faut... nous sommes en période de guerre
Et la guerre, ça ne se joue pas seulement sur le champ de bataille avec de l'armement, ainsi de suite. Il y a une guerre de communication également qui a lieu. Et donc, dans ce jeu de guerre de communication, les adversaires, les protagonistes s'accusent mutuellement. Chaque fois qu'il y a un incident qui ne rentre pas dans le cadre ou qui viole les conventions internationales, il est tout à fait logique que les parties s'accusent mutuellement. Et donc, en dehors de cela, il y a eu récemment de nombreuses attaques de l'Ukraine et de la Russie, des choses que Poutine n'a certainement pas digérées. Le 25 décembre. Hein. Exactement. Et puis, en ce moment également, il s'est fait que l'Ukraine avait des drones qui avaient des cibles russes en attente. Et donc, il faut dire que c'est normal que les deux acteurs s'affrontent dans la zone en ce moment et que cet avion qui a eu le malheur de se retrouver dans cet espace géographique ait payé les frais. C'est normal que les accusations de part et d'autre continuent. Mais pour ce qui est des responsabilités, je crois que ça ne va pas tarder à être situé. Alors, très rapidement, pour sortir... Après ce crash, même si vous avez dit que Poutine veut absolument avoir un regard assez global sur ces anciennes républiques soviétiques, est-ce que, vu quand même les relations amicales entre les deux chefs d'État, à savoir Azeri et Russe, le président de l'Azerbaïdjan pourra aller chercher protection ailleurs? Suivez mon regard. Je pense que vivant en ce moment l'expérience de Zelensky, ce n'est pas évident qu'il fasse cette démarche. Ça pourrait toujours créer d'autres tensions, d'autres foyers de tension dans la zone. Et je crois que le président azerbaïdjanais ne sera pas aussi dans cette logique. L'un dans l'autre, hein. C'est des anciens fédérés. Oui, mais sait-on jamais. Bon, je ne crois pas que cela pourrait se passer comme ça. Les pays ont des intérêts, hein. Je ne crois pas que ça. Parce que moi, d'abord, c'est pas de la monarchie, c'est pas sa propriété privée qui disent bon, voilà, c'est mes intérêts. Non, c'est les intérêts des pays. Et ces intérêts-là, en fait, ont été créés de toutes pièces pour les détacher de l'Union soviétique. Et ils en sont tous conscients. Revenir, certains sont venus, non? D'autres ne peuvent pas venir parce qu'il y a toujours des mains visibles derrière qui les retiennent. Et c'est ça qui justifie la guerre ukrainienne où on veut s'installer là pour toujours contrôler que l'autre ne continue pas de ratisser. Parce que si on le laisse, il finira par avoir tous ces pays avec lui. Okay. Et c'est ça qu'on veut empêcher en voulant s'installer en Ukraine. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Je crois ce qui se passe, il faudrait que les gens laissent un peu. Après la Deuxième Guerre, tout ce qui a été écrit, c'est dans les intérêts de ceux qui avaient gagné la guerre. Et ce n'était pas toujours bien. L'application, ce n'est pas bien. Oui, mais la Russie fait partie de ceux qui avaient gagné la guerre. Mais en fait, la Russie n'a jamais... c'était l'URSS, hein. La Russie, bon, c'est vrai, mais dans tout ce qui se passe... Les autres ont su se maintenir, mais pas eux. Bon. Alors, nous allons du côté du pays de l'oncle Sam, aux États-Unis, au sein des ultra-conservateurs. La position de Elon Musk sur le visa HBA crée des remous. L'importance du visa réservé aux travailleurs étrangers défendu par le patron de Tesla. Oui, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Elon Musk, c'est un chef d'entreprise. Et c'est ce qu'on va observer durant toute la présidence de Donald Trump, étant donné que Donald Trump a décidé de faire de Elon Musk un membre du gouvernement, quelqu'un qui va participer pleinement désormais à la vie politique américaine. Le visa H1B, c'est un visa essentiellement destiné à faire entrer dans le pays des étrangers ayant des qualifications assez précises. Hein, oui, qui encourage l'affût des cerveaux, il faut dire ça comme ça. Mais ça fait partie de la politique de tout État de s'assurer des moyens nécessaires pour faire marcher ces entreprises, ainsi de suite. Pour venir prendre ailleurs et amener chez eux. Oui, c'est de bonne guerre. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait que Elon Musk défend essentiellement ce visa parce qu'il va falloir, ces entreprises ont certainement besoin de cette main-d'œuvre. Et puis, c'est un visa qui est suffisamment contrôlé par le gouvernement américain et donc ne risque pas de poser un sérieux problème. Les salaires sont définis, les salaires de ces
de ces étrangers qui viennent travailler dans les entreprises sont définis par le département du travail américain. Les conditions de travail, tout est assuré par le département du travail. Oui, mais Martial, est-ce que cette position n'est quand même pas assez surprenante quand on sait que lui aussi, d'une façon ou d'une autre, n'approuve pas l'immigration, mais quand il s'agit de la fuite des cerveaux, il est d'accord. Ce n'est pas surprenant parce que le problème de l'immigration combattu essentiellement par Donald Trump et son équipe, c'est l'immigration illégale surtout. C'est ça qui est leur préoccupation. Mais il faut dire que Donald Trump a une vision, c'est de faire de l'Amérique de maintenir la puissance américaine dans tous les domaines, de faire de l'Amérique American first again. Donc, je pense que s'il faut aller chercher des cerveaux ailleurs, s'il faut aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée pouvant permettre à l'Amérique d'assurer cette puissance visée par Donald Trump, pourquoi ne pas le faire? Ça, ce n'est pas un problème. Ces personnes rentrent régulièrement dans le pays, sont contrôlées, leur état, tout est vu. Et puis, ça, ils ne risquent pas de devenir des bandits comme Donald Trump qualifie ceux qui entrent illégalement sur le territoire. Et donc, c'est permis d'y aller. Alors, le fait pour lui de prendre position et de soutenir son ami et allié face à cette situation, est-ce que ça ne pourrait pas lui être fatal au cours de son mandat, quand on sait quand même que dans le camp Trump, il y a des ultras vraiment conservateurs et des voix se font déjà entendre? Je ne suis pas sûr que cela le porterait en torse, parce que Donald Trump a toujours la manière de convaincre ses proches à son idée initiale. Et donc c'est l'idée qui l'accompagne, c'est aussi son idée. Et ce qui se passe en réalité, c'est encore notre faute à nous. Hein. Nous qui parlons de fuite de cerveau là, qu'est-ce qu'on fait pour que nos cerveaux s'en aillent? Pourquoi on ne peut pas les sédentariser, les maintenir, leur donner les moyens qu'il faut? Parce qu'on sait que c'est ça qui va faire le développement. Ainsi, tant que nous sommes là embryonnaires et que nous attendons de nous développer et que nous avons des idées de développer notre espace, on a besoin de ce cerveau-là pour réfléchir, pour concevoir avec nous des idées de développement. On les laisse partir parce qu'on les laisse en rade, on les laisse dans les difficultés au pays. Et les gars, s'ils ont la possibilité, les autres, ils ont compris. Ils en ont besoin. Ils leur font les facilités, ils s'en vont. Regarde, mon jeune frère là maintenant, là. Si on lui fait les facilités, comment on lui fait là? Dans 2 ans, tu ne le verras plus sur ton plateau ici. Il serait déjà parti. Parce qu'on ne fait pas aux enfants les conditions qu'il faut. On peut prendre l'essentiel d'eux pour le développement d'eux-mêmes. On laisse là et les mêmes personnes sont là pour recommencer tout. Tant que ça va se passer comme ça, les autres vont encourager la fuite, ce que vous appelez fuite de cerveau, qu'il n'en est pas une. C'est que les gens ont compris que c'est des cadres qu'on utilise pour le développement, ils vont utiliser pour le développement et on va laisser ce qu'on est. Et c'est ceux-là qui vont concevoir pour qu'on vienne encore nous détruire ici. Parce que les autres, ils sont payés pour le service qu'ils rendent. Ils font leur travail. Ce n'est pas qu'ils sont contre leurs États. Ce n'est pas qu'ils sont contre l'Afrique ou contre mais ils sont contre le fait qu'on les laisse en difficulté. Et que des gens viennent dire, venez, on vous consomme. Pourquoi les gens ne vont pas aux États-Unis, en Union soviétique, en Russie, pour ça? Parce que la Russie a dû travailler aujourd'hui là pour se faire. C'est ces forces-là, ces cadres que la Russie a utilisés pour s'armer, se rendre aussi fort pour les surprendre aujourd'hui. Et tant qu'on ne sera pas là à travailler avec nos enfants, qui sont de bons cerveaux, pour en venir à ça, c'est la force dont on parle, on l'aura jamais. Alors nous voyons un peu, depuis cette déclaration de Musk, nous avons des attaques des autres trumpistes qui surgissent un peu de partout. La dernière en date, c'est celle de Steve Bannon qui a déclaré, je cite, « C'est une escroquerie des oligarques de la Silicon Valley pour prendre les emplois des Américains. » Vous parlez d'une immigration illégale, mais eux, certains trumpistes ne voient pas ça du même œil. Oui, il faut dire que toujours dans le clan Trump, il y a ces ultra-conservateurs et qui tout simplement ne veulent pas du tout des étrangers sur le territoire, mais ceux qui décident et ceux qui ont une vision assez globale de la politique de Donald Trump, qui est lui-même un chef d'entreprise, et Elon Musk aussi, ce sont des personnes pragmatiques. Donc, ce sont des hommes d'affaires qui voient qu'est-ce qui arrange, où est-ce que nous avons nos intérêts, qu'est-ce qui nous permet de réaliser énormément de profits. Et à partir de ce moment, quand ils font ce calcul et qu'ils finissent de peser le pour et le contre et de voir tout ce qu'ils peuvent gagner, mais on met de côté certaines politiques défendues en période de campagne, bien évidemment. Il ne faut pas perdre de vue cela. Les propos
des campagnes sont complètement différentes de ce que nous allons faire quand nous avons le pouvoir, que nous devons agir pour l'intérêt. Comme pour dire que les propos de campagne engagent, c'est ça? Oui, mais ça, ça a toujours été le cas. Ah oui? Alors, comment comprendre et analyser cette position contradictoire par rapport au calendrier migratoire de Donald Trump? Bon, c'est pas, comme l'a dit, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Les gens sont dans leur logique de développement. Nous ne sommes pas encore là. Nous réfléchissons mal. Nous réfléchissons mal. Et c'est vrai, nous ne sommes pas au plan national. Il y a des sujets qu'on aborde aujourd'hui où certaines personnes vont contre. Or, c'est des sujets de développement. Je ne vais pas les aborder parce que ce n'est pas ça l'actualité. Donc, tant que les gens, on ne va pas réfléchir développement. Et quand on réfléchit développement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que demain soit meilleur? C'est à ça que les gens travaillent. C'est à ça que Trump travaille. Et bon, ultra, conservateurs, ils sont sortis comment on appelle-t-on, de la domination des Blancs. Il n'y a pas si longtemps que ça. La première femme blanche qui a été admise dans une école blanche, noire, elle est encore vivante. Et donc, c'est récent. Donc, il y a des raisons qu'il y a des gens qui soient encore résistants à ce passé, mais qui soient accrochés à ce passé. Parce qu'ils ont des enfants, et ils étaient ce qu'ils sont. Ils ont des enfants qui ont été éduqués dans ça. Il y a des raisons que cela soit. Mais avec le temps, ça finira par passer. Mais si ça passe et qu'on laisse les choses se faire telles que ça se fait aujourd'hui, où les gens, comment on appelle-t-on, attirent vers eux nos cerveaux, on va rester ce qu'on est. Je suis toujours venu vers ça parce que je ne voudrais pas que les jeunes cadres, que nous on n'est plus dans cette propension. Je n'ai plus rien à aller vendre là-bas. Vous êtes au soir de vos indépendances. Alors je retourne rapidement vers vous, Martial. Mais au niveau des médias américains, ça fait déjà le chou gras. Certains médias disent même déjà qu'on assiste quand même à une première guerre civile entre les différentes années de Trump par rapport à cette question sur le visa H-1B. Oui, cela doit forcément interpeller les médias américains, ce qui est tout à fait normal. Monsieur Avlessi l'a dit tout à l'heure, il y a toujours ces personnes-là qui sont frustrées. Et puis ça ne manque presque jamais. Il y a des gens, des partisans de la ligne très très droite et qui, quoi qu'on dise, ne toléreront jamais le fait qu'on accepte ces genres de pratiques. Mais cela n'empêche quand même pas d'adopter cette politique une fois que cela rentre dans l'intérêt de ces personnes. Parfois même, je me dis que ces personnes qui sont très, très à droite sur ces questions, ce sont des personnes qui comprennent l'importance de permettre à ce que ce visa soit accordé à des personnes pour permettre à l'Amérique d'être toujours grande. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est un visa à une durée très limitée et je crois 3 ans, renouvelable une fois. Et puis, il n'y a pas de possibilité que les personnes ayant obtenu ce visa demeurent éternellement sur le territoire américain. Mais il y a la possibilité que par la suite, quand on évalue les compétences de ces personnes, on se rend compte... Si c'est les Africains, nous on trouve toujours le moyen de demeurer. Donc, je pense que par la suite, ce sont des personnes qui vont finir par partir et puis les Américains vont finir par prendre. Qui sont déjà revenus? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des gens qui reviennent. Alors, dernier pays abordé cet après-midi, c'est le Japon. Très rapidement, une seule question. Le Japon a approuvé un budget record de 115 500 milliards de yens, soit près de 702 milliards d'euros pour se protéger. Oui, Tatiana, je crois qu'on est parti de la Somalie et mon analyste disait qu'en fait, le côté finance par rapport à la sécurité, c'est déterminant. La sécurité a un coût. Et pour que vous vous imposez aux autres, donnez-vous les moyens pour en venir à ça. Et pour en venir, c'est ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour acheter les armes, il faut former les gens qui vont utiliser les armes, ainsi de suite. Donc la sécurité, c'est ça, le Japon a compris. Que, attention, avec l'élan actuel, où les gens sont... Il faut que pour me maintenir ou même pour aller plus loin, il faut que je me donne les moyens. Et tant que les pays africains, la Somalie, qui était notre point d'entrée, dans ce débat, tant qu'ils ne vont pas comprendre que les différents groupes se mettent ensemble pour devenir forts, qu'on trouve un budget pour s'armer, pour se rendre fort et dire non aux autres là. La Somalie va rester toujours ce que c'est. Quand tu vois les gens maigres là, on dit comment toi tu es somalien parce que les gens l'aiment tout. Bon alors, là, pour finir, Martial, le ministre de la Défense estime que
Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans cette partie du monde-là, le Japon n'a véritablement pas de choix. D'un côté, on a la Chine qui pourrait menacer à n'importe quel moment. On a la Corée du Nord qui peut déclencher un de ses missiles à tout vent. Et nous avons également la Russie. Il a d'ailleurs dit qu'en ce moment, le pays fait face à un environnement sécuritaire le plus complexe depuis sa sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Justement, cette partie du monde est hautement sous tension et puis les acteurs que vous venez de citer, la Russie, la Chine, la Corée du Nord ne cessent de vanter leurs mérites militaires, ne cessent d'accomplir des réalisations très de haute technologie en matière de sécurité. Et puis, les Japonais l'ont très tôt compris, pour avoir leur sécurité, il faut compter sur eux-mêmes. Parce que les Américains sont bien évidemment présents pour assurer leur sécurité, mais ils se disent que non, il faut compter sur nos propres ressources, il faut que nous-mêmes nous assurons notre sécurité. Et puis, cela pose un problème essentiel. C'est comme si on est en train de retourner dans des années sombres de la course aux armements, parce que ce n'est pas seulement le Japon, il y a d'autres puissances également, comme l'Allemagne également, qui s'est donné des restrictions militaires au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, l'Allemagne a rompu avec cette doctrine et a commencé à élever son niveau en matière de sécurité militairement. Et puis, ça va continuer comme ça venant de la part des autres États, étant donné que la Russie se vante suffisamment aujourd'hui de ces nouveaux systèmes de protection aérienne, militaire, et ainsi de suite. Et les États qui vont se sentir menacés vont naturellement vouloir assurer leur sécurité, vont se lancer dans cette course aux armements, ce qui rend le monde beaucoup moins sûr. Ça, c'est assez triste quand même, mais j'espère que la diplomatie de son côté va jouer de son jeu pour que ces différentes situations se calment le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la toute dernière de cette année. Mais avant de partir, chers invités, vos vœux pour la prochaine année 2025. Merci Tatiana. Je voudrais saisir l'opportunité que tu nous donnes pour dire mes vœux les meilleurs à tous nos auditeurs et que chacun dans ses aspirations, parce que si on ne vit pas sans aspiration, chacun dans ses aspirations parvient à atteindre ses objectifs à partir de 2020, de l'année 2025. Que Dieu nous accompagne en santé pour l'atteinte de nos objectifs de l'année. Merci. Moi, j'ai généralement l'habitude de souhaiter deux vœux essentiellement. C'est d'abord celui de la santé, donc je souhaite à nos téléspectateurs et vous qui êtes sur le plateau, vœux de santé surtout. Et le reste, c'est le travail. Avec le travail, la bonne santé, je pense que l'on est en mesure d'accomplir toutes nos aspirations, nos visions. Et bonne année à tous nos téléspectateurs. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes, la toute dernière émission de cette année 2024. Tout au long de cette année 2024, nous avons décrypté l'actualité internationale avec vous, avec mes invités. Tantôt, c'était Morgana Sogba Metonji, tantôt, c'était Hamzat Abdoulaye, Joya Tagui Gedegbe, Mathieu Avlessi, Morgane Assogba, je n'oublie pas Martial Akwete. Bref, nous avons décrypté l'actualité. Vous avez compris le fonctionnement du monde. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une heureuse année 2025 et choisissez toujours ESAE Télévision pour décrypter l'actualité internationale. L'année 2025, ESAE Télévision va vous épater. Bonne année.